Juste avant d'arrêter. Voilà. À 32. Ouais, milieu de 32 jusqu'au milieu de 35. Mais ça ensemble, c'est un petit peu. Mais à mon avis, on peut faire ensemble. On a un préférence, mais c'est. Non, je pense que c'est des D'accord, j'essaye. Je ne vais pas me marier avec ce mouvement, je le sens. C'est pas fini, vous fait rire. En cette période troublée où l'Europe s'interroge sur elle-même, sur son destin, par ces temps de Brexit, de volonté d'indépendance et où on a plutôt tendance à défaire qu'à faire, à un moment où il y a peut-être la crainte d'une panne du projet européen, ou comme s'il y avait une fin de l'histoire que nous essayons de raconter, il m'a paru judicieux de dire en musique l'Europe. C'est un thème peut-être un peu surprenant parce qu'il y a tant de musique composée en Europe depuis des centaines d'années et qu'au fond l'essentiel de la musique dite classique, en tout cas du XVIe, XVIIe siècle à nos jours, que nous pratiquons est composée en Europe. Mais nous ne sommes pas là pour raconter toute l'histoire de la musique européenne, mais en revanche montrer à quel point elle est complexe, elle est riche et elle nous enseigne au fond sur la réalité humaine et politique et historique. C'est-à-dire qu'on peut essayer de voir le reflet historique, politique que la musique contient, et on peut aussi faire le contraire. On peut essayer de voir ce que la musique, ce que l'art nous dit sur la réalité historique et humaine. Il ne s'agit pas de donner des leçons ou de donner des lectures historiques qui sont de façon impossible, et on voit très bien d'ailleurs la subjectivité d'une période sur l'autre. En revanche, dire qu'en étudiant la musique, en étudiant la vie des compositeurs et en étudiant la complexité et la multiplicité des échanges et des histoires, et des petites et des grandes histoires qui se disent au travers des arts, peut-être on enrichit le débat et peut-être aussi on apprend à pacifier le débat. Quatre violons, deux altos là. 2, 3, 4, 2 altos, violoncelle, 4 violons, 2 altos, 2 chaises de violon. Ça prend le dernier. Ça c'est tout. Ouais, mais ça c'est. Le propos essentiel finalement d'une programmation comme celle-là, c'est de faire une narration. Il m'a paru intéressant
mettre dans le même concert un extrait d'un opéra de Monteverdi et les Wesendonck-Lieder de Wagner, de montrer à quel point cette incarnation si forte de l'opéra au XIXe siècle qu'est Wagner, elle n'existe pas sans la création de l'opéra par les Italiens quelques siècles plus tôt. Finalement, on se tend la main comme ça au travers des siècles et par-dessus les frontières. Aussi, bien sûr, en montrant l'importance de la musique populaire, donc du voyage. Ou par exemple la question de la suite, la fameuse suite de danse. Il est intéressant de voir que les danses qui composent ces suites sont des danses qui viennent de toute l'Europe justement. Alors il y a des danses aristocratiques comme le menuet, comme la gavotte, puis il y a des danses plus paysannes comme la bourrée, il y a des allemandes, il y a des courantes, il y a des gigues, il y a des courantes à l'italienne, il y a des courantes à la française. Qu'on soit français, allemand ou italien, on se nourrit de tout ça à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, mais aussi la suite elle existe à la fin du XIXe ou au XXe siècle. On pense par exemple à la suite bergamasque de Debussy ou la suite italienne de Stravinsky. Stravinsky, compositeur russe, qui dit à la fois la suite, et puis l'Italie, et puis quelque chose qui finalement qu'on ne peut plus qualifier par rapport à une appartenance nationale. Ce que j'ai envie moi de raconter au travers d'une programmation musicale dédiée à l'Europe, c'est que l'Europe, avant d'être un projet, un magnifique projet d'unité, c'est une réalité. C'est-à-dire cette unité et cette réalité européenne, nous musiciens la vivons depuis des siècles. Et la programmation a voulu illustrer ça vraiment de manière la plus ouverte possible. Il n'y a pas de Bach sans Italie et sans la musique baroque française. Il n'y a pas de musique baroque française sans l'Italie, par exemple la figure de Lully, Chopin qui est un lien entre la Pologne et la France, les musiciens français que sont Ravel et Debussy qui se nourrissent du folklore espagnol, les Espagnols qui viennent étudier à Paris. Enfin, les exemples sont tellement nombreux qu'on ne peut évidemment pas en faire le tour. Mais que ce soit l'exemple d'un Schubert qui ne bouge pas ou l'exemple d'un Liszt qui ne fait que bouger, il n'y a aucun musicien qui, en s'enfermant purement dans un rapport clos à une identité ou un territoire, a écrit une musique digne d'intérêt, ça n'existe pas. On voit à quel point tout est entremêlé d'une manière extrêmement riche et complexe, mais toujours pour la plupart d'entre eux avec un idéal d'universalité au fond. Et parce que de toute façon, ils sont construits par cela. D'abord, la culture européenne musicale, pour nous, musiciens classiques, c'est quelque chose de fondamental. Et donc de voir cette culture, parce qu'on voyage beaucoup à travers le monde, cette culture qui se développe, cette culture européenne, qui trouve un engouement extraordinaire en Asie, dans différents coins du monde, ben, on se sent porteur d'un message et de quelque chose dont on n'est pas nous-mêmes, c'est pas nous qui l'avons créé, mais nous sommes originaires d'Europe, et donc nous sommes fiers de cette culture européenne que l'on défend à travers notre art. Il y a une multitude d'exemples d'influences comme ça, notamment au début du XXe siècle. Dans la musique française, on parle beaucoup de l'orientalisme, où il y a cette influence de la musique espagnole aussi, qu'on retrouve très souvent, qu'on retrouve chez Ravel, qu'on retrouve chez Lalo. Alors en tant qu'interprète, c'est notre enjeu quotidien, d'arriver à absorber comme ça des idiomes de culture qui ne sont pas forcément la plus innée qu'on porte en soi, mais qui fait qu'on va finir par presque en intégrer le langage comme une autre langue maternelle. C'est-à-dire qu'en tant que musicien, c'est sûr que la notion des frontières, elle n'existe pas comme pour n'importe quel citoyen. J'ai toujours été habitué à travailler avec des musiciens étrangers, dès mon plus jeune âge au Conservatoire de Paris, et j'aborde des compositeurs de toute nationalité.
en permanence, donc pour moi c'est une évidence. Voilà. Russian music on Spanish teams and German music on French teams. A lot of these connections between these musical worlds. It makes this European community somehow working. Et on a l'impression d'avoir eu indirectement une contribution qui peut réjouir tout le monde et apporter une pierre à ce répertoire qui doit être constamment renouvelé pour permettre de coller aux générations dans le temps. I think that one of the big treasure of civilization is art of living together and art of finding a compromise. It cannot be just destroyed, you know, it's a big history and big way, and we should really treasure it and keep it. Like unconsciously we take this and that, all these spices from different countries, and we don't put them in boxes. That would be so sad. Quand on est en Italie, on va écouter un opéra italien, on se nourrit de cette culture pour après interpréter peut-être autre chose. And I don't think we wouldn't be as sharp musicians, as human musicians, if we didn't have the European solidarity. C'est un projet qui pour moi représente la paix. C'est un élément fédérateur, fondateur de notre avenir. Un système de stabilité dans ce monde d'incertain, mais je pense qu'on est beaucoup plus fort si on est ensemble. Et je pense que la musique en soi-même est une réponse. Vive l'Europe. Je crois que s'il y a un message qu'on a envie de faire passer au fond, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que la construction européenne est parfaite, elle est certainement très imparfaite, elle est à parfaire, elle est porteuse de frustration, de manque, mais à mon sens, ce n'est même pas un choix l'Europe. C'est une réalité tellement forte qui unit tellement les peuples européens que c'est plutôt quelque chose qu'il faut préserver, développer, choyer, chérir, épanouir dans une concorde. Et peut-être là, justement, je pense que l'histoire de la musique, l'histoire de l'art est une source d'inspiration pour un projet politique, en fait. C'est finalement, au bout du compte, peut-être plutôt ça notre rôle à nous, musiciens, puisque l'héritage artistique, il est une réalité dont il y a lieu d'être fier. En Europe, c'est peut-être ce qu'on a de plus beau, au fond.